Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h47, les grands débats du matin, ce matin avec Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, vos appels 0826 300 300, ça sonne déjà au standard et on va faire un point justement sur ce débat d'entre deux tours avec nos éditorialistes ce matin. Oui. Si vous aviez un conseil chacun à donner à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen, on commence par vous, Alexis. D'être honnête. Question piège, hein. Ouais, non, mais l'honnêteté de dire, voilà, j'espère qu'il y aura des vraies questions qui seront posées, notamment sur l'état économique du pays et sur ce qu'il compte faire. Et après, de dire en fait ce qui compte. Voilà, il y a eu 2 tribunes qui ont été publiées par Le Figaro, sur une hier de Marine Le Pen, une aujourd'hui d'Emmanuel Macron, sur leur vision de la France. Je crois que c'est ça que les Français veulent entendre un peu. Quelle vision? Alors, oui, alors en fait, c'est limité dans un débat. Mais... Oui. Non, mais si ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément uniquement des mesures techniques pour dire telle chose, voilà comment on va financer, voilà ce qu'on va faire, la retraite à tel âge et tout. C'est plus, vous attendez une vision en fait de la France, quoi, à travers ce débat. Oui. Je crois que c'est important, oui, parce qu'on est dans une période trouble et incertaine, à la fois économique, mais aussi sur les équilibres internationaux. Donc, c'est important de savoir quelle place pour la France, quelle vision de long terme, parce que le court terme, on le connaît, ça va être une politique d'austérité. Il va falloir éviter de vider les caisses davantage et d'endetter la France au-delà des 600 milliards déjà de dettes. Donc voilà, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils entendent, quelle est leur vision des Français dans le monde. Oui. Elisabeth Lévy, quel conseil et qu'est-ce que vous attendez, vous? Non mais là... en fait, ce que je leur donnerais comme conseil, c'est d'essayer d'oublier les caméras, de se parler. Ouais. Il y en aura 23. De se parler comme on se parle. Non mais il y aura, je sais pas, des millions de gens derrière leur poste et à mon avis, ils ne l'oublieront pas. Mais c'est pour ça qu'évidemment, c'est quand même un exercice de com. Mais ce dont on aurait envie, pardon, alors excusez-moi pour cette affreuse faute, ce dont on aurait envie, c'est d'une conversation, si vous voulez, comme les Français ont des conversations politiques. Et moi, c'est pas seulement la place de la France dans le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est la France, en fait. Qu'est-ce qui nous lie? Et honnêtement, alors malheureusement, j'ai pas encore lu celle de Marine Le Pen, mais j'ai lu la tribune d'Emmanuel Macron dans Le Figaro. Il y a une tribune de Marine Le Pen, il y a une tribune d'Emmanuel Macron sur le sujet. Bon, il aime la liberté, l'égalité, la fraternité. Et Joséphine Baker, ça, on le savait déjà, vu qu'il a panthéonisé, d'ailleurs, à raison. Mais si vous voulez, c'est un peu court jeune homme, si je puis dire. C'est un peu, évidemment, c'est tout ce texte quelque chose auquel je pourrais m'opposer. Bon, sinon l'idée peut-être un peu la tarte à la crème, que la France, c'est d'abord la France est faite par les étrangers. Non, moi il me semble que la France a été faite aussi par beaucoup de ce qu'on appelle les Français de souche. Mais passons, il y a pas d'aspérité. Moi j'aimerais véritablement, comme vous savez, souvent en France on a des discussions passionnées autour des tables, dans les bistrots, dans les dîners, dans les rédactions. Oui. Et moi j'aimerais finalement assister à ce genre de conversation, mais je crains que ça ne soit pas possible. Oui. On a un petit souci de... pour eux, il y a trop de... donc, si vous voulez, la sincérité que réclame Alexis, la vérité, si vous voulez, ce ne soit pas très facile dans ce cadre. Oui, 0826 300 300. Et on part à Libourne avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à vos invités. Oui. Philippe, qu'est-ce que vous attendez? Quel conseil vous pourriez donner, vous? Moi, ce que j'attends, je pense que déjà le débat... En fait, il va être important pour les gens qui sont pas politisés, qui regardent pas la politique, qui s'intéressent pas à la politique. Donc c'est des gens, vous savez, dans mon enfance, quand on regardait, quand il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé, en fait, les gens regardaient un film et les gamins à l'école, ils se racontaient le film. Ça va être un peu la même chose, mais du coup, ceux qui sont pas politisés vont entendre les autres en parler le lendemain matin. Et il y a des gens qui ont très faible connaissance politique et c'est ceux-là qui vont être influencés. Donc, ce que je leur conseille, c'est surtout d'être eux-mêmes. Du coup, si jamais ils réalisent mon conseil, je pense qu'il y en a un qui sera un peu dans la panade parce que lui, il joue un rôle depuis 5 ans. Et voilà. Et du coup, l'autre, forcément, elle pourra pas faire pire que la dernière fois. Donc voilà. Mais si elle est elle-même, je pense que les Français les liront.
Lui, de toute façon, tout le monde sait autour de moi que c'est un acteur, voilà. Donc, moi, j'habite dans la France rurale, il n'y a plus personne qui vote pour lui, donc clairement. Ils le détestent tous. Donc, voilà. Alors, vous pensez que c'est le président d'une France qui va bien, quoi, ou d'une France qui a peut-être un petit peu peur de perdre certaines choses, quoi? Ah oui, non, franchement, il faut vraiment que les journalistes, je ne parle pas pour vous, mais il faut vraiment que les journalistes ils aillent en province pour voir les testations. Moi, je connais des gens qui votaient, qui auraient été incapables de voter Marine Le Pen il y a 5 ans. Aujourd'hui, soit ils vont s'abstenir, soit ils vont voter pour elle. Ils le détestent dans les campagnes. C'est les campagnes des Gilets jaunes. Personne n'a oublié. C'est tous les samedis passés du mois de novembre et du mois de décembre. Les gens, ils ont la haine. Ils n'ont pas la haine contre Marine Le Pen. Oui. Bon, alors voilà pour certains. Pour d'autres, alors il y en a d'autres qui ont la crainte de voir Marine Le Pen en se disant avec qui elle va gouverner, qu'est-ce qu'elle fera précisément. Alexis Poulain, c'est d'où l'appel à faire barrage à Marine Le Pen d'un certain nombre de politiques, d'un certain nombre d'institutions. On l'entendait là tout à l'heure dans la revue de presse venant de Marseille, dans la Provence. C'est quand même assez étonnant, cette tribune de 300 médecins qui disent non, attention, danger avec Marine Le Pen. Tout le monde, les sportifs, les artistes, les médecins, les politiques, tout le monde est contre Marine Le Pen. C'est le Front républicain à nouveau. Donc c'est incroyable de se dire mais comment elle fait pour être au second tour? C'est quand même dingue. À chaque fois, elle est au second tour et pourtant, visiblement, il y a tellement de gens qui ne veulent pas la voir au pouvoir. C'est exceptionnel quand même, ce scrutin. Donc, il y a qu'au présidentiel où Marine Le Pen, finalement, trouve des électeurs et après des détracteurs. C'est quelque chose, moi, qui me pose vraiment question. Avoir une telle place dans le jeu politique alors qu'il n'y a pas beaucoup de députés Rassemblement National non, lors de la dernière mandature. Oui, non, mais c'est dingue. Et donc, pourquoi systématiquement Marine Le Pen arrive au second tour? C'est Non, mais franchement, la question qu'il faut se poser parce que ça... Elisabeth Lévy. Alexis, pour les députés, c'est évidemment le mode de scrutin qui bloque cela. Non, mais attendez, juste, pardon. C'est d'abord le mode de scrutin. Par ailleurs, vous pourriez dire la même chose. Il y a une moitié de la France, ou un peu moins d'une moitié de la France, qui est contre Emmanuel Macron. Pourtant, il est au second tour. Il a même été élu. La France est un pays divisé. Ce qui est étonnant avec Marine Le Pen, si vous voulez, excusez-moi, vous êtes gentil, vous dites tout le monde est contre elle. Mais moi, ça me dérange pas qu'on soit contre elle. On a tout à fait le droit. Ce qui me dérange, c'est l'entreprise de démonologie. Parce que hier, on a entendu Jean Castex dire que c'était Ramine Agrobis. Non mais franchement, j'essaie de dire qu'avec elle, tout est permis et surtout, c'est les fantasmes. Maintenant, on nous dit qu'elle est contre, que c'est incompatible avec le serment d'Hippocrate. Alors, il a le dos assez large, Hippocrate. Même Hippocrate vote contre Marine Le Pen. Et même Hippocrate est dans le Front républicain. C'est extraordinaire. Et moi, je trouve que là, il y a quand même Philippe Bilger hier soir parler sur CNews d'une atmosphère inéquitable, si vous voulez, et je trouve ça tout à fait lamentable. C'est-à-dire, on peut critiquer son programme, on peut, comme Patrick l'a dit, s'inquiéter de avec qui gouvernerait-elle, c'est-à-dire comment aurait-elle une majorité, etc. Ça, c'est tout à fait légitime. Mais nous expliquer qu'elle bouffe des enfants au petit déjeuner, je commence vraiment, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des buses, j'ai l'impression qu'on banalise le fascisme, qu'on banalise le nazisme, parce que maintenant, on met des croix gammées, on invoque le nazisme et on instrumentalise les juifs morts, ce que je trouve particulièrement déplaisant. Moi, je suis horrifié par cela. Si vous voulez, excusez-moi, quand on me sort les déportés, quand on me sort les déportés pour lutter contre Marine Le Pen, c'est une insulte à leur mémoire. Alexis Poulain. Alexis Poulain. Pardon, excusez-moi, ça me met très en colère. Bon, voilà. Alexis. Elisabeth est très en colère et je la comprends parce que c'est vraiment un déni démocratique d'une certaine façon, à la fois par le mode de scrutin, comme le disait Elisabeth, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de représentativité de l'électorat français à l'Assemblée nationale,
Et ensuite, une fois tous les 5 ans, les pauvres Français peuvent voter et finalement disent moi je veux Marine Le Pen, j'en ai marre, j'aimerais que ce programme-là soit un peu plus poussé. On leur dit que c'est le diable, que c'est impossible, que Marine Le Pen mettrait le pays à genoux. Alors on a de la politique fiction dans tous les journaux. Hein. On a même Marianne, un des actionnaires principaux de Marianne, qui est intervenu pour changer la une, hein, pour dire attention, la menace Marine Le Pen, il faut absolument faire peur. Et on voit quoi ? Dans les sondages, évidemment, Marine Le Pen dévisse. En gros, l'élection, elle est jouée. Tout le monde sait qu'Emmanuel Macron va gagner dimanche soir. Alors de rien du tout, parce qu'il y aura beaucoup d'abstention, j'imagine. Mais ce barrage-là, systématique, moi, me pose question sur l'état de la démocratie en France, qui est quand même pas vraiment folichon quand on voit le niveau du débat, la difficulté de se faire entendre, et après, le déni démocratique une fois le président élu. Enfin, Emmanuel Macron, c'est quand même le roi des consultations qui servent à rien, conventions citoyennes, etc. Et là, il ressort la même chose pour la fin de vie. Enfin, il est déjà en train de préparer des consultations qui ne vont ne servir à rien, si ce n'est mettre en scène une pseudo-démocratie. Donc, je comprends que les Français... Oui. Elisabeth, rapidement. J'ajoute juste un mot, c'est que personne ne se soucie, ne se demande pourquoi les gens votent pour Marine Le Pen, et personne ne se soucie de leur répondre. Et ça, dans toute la classe politique, ça me frappe. Il n'y a pas eu un mot en direction de ses électeurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de Le Pen bashing globalement en fait dans les médias et dans la classe en fait politique ? Comme le dit Corseric, tout est fait pour que Macron repasse. C'est hallucinant. Je ne suis pas dingue de Marine, mais elle a le mérite de se battre contre une grande partie des médias, des sportifs surpayés, médiatisés, et de tous ces artistes qui ont eu assez de subventions pour nous cracher dessus. C'est ce que dit Corseric. C'est l'un des nombreux messages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire la même chose. Vous nous appelez 0826 300 300. Vous, au contraire, vous voulez défendre Emmanuel Macron. Vous dites que finalement, il a bien tenu la baraque pendant ces 5 ans. On vous attend dans un instant. Éric Revel. Et ensuite, on va faire un point sur les programmes économiques. On va tout passer au crible. Oui, format XXL avec Agnès Verdier-Molinier. C'est à 9h20 tout à l'heure, parce qu'on dit tout et n'importe quoi dans tous les sens. Là, d'une façon neutre, on va tout mettre à plat. Parlons vrai sur Sud Radio. A tout de suite, 8h59. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h06, dans un instant la suite des grands débats. En attendant, tout de suite, c'est Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Et c'est avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bienvenue. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors plein feu sur le débat du second tour et pendant ce temps, c'est c'est la situation économique mondiale qui se désagrège. Et il y a un rapport du FMI qui est passé sous silence, qui le montre. Oui, absolument. On est focalisé évidemment par ce débat du second tour ce soir à 21h entre Macron et Emmanuel et Le Pen Marine. Bon, c'est le spectacle démocratique présidentiel classique tous les 5 ans, mais pendant ce temps-là, il y a des rapports, des avis, des mises en garde, comme celle du FMI, le Fonds monétaire international, vous savez, l'organisation internationale qui s'occupe de l'économie dans le monde. Ce rapport qui s'alarme sur la croissance, sur l'inflation, sur les taux d'intérêt, sur le surendettement, notamment dans les pays les plus pauvres, avec à la clé des révoltes sociales et des révoltes de la faim dans ces pays. Alors pendant que la France regarde le nombril de son élection présidentielle, le FMI décrit pour les mois qui viennent une situation économique globale, mais en France aussi, assez inquiétante. Alors est-ce que ce que dit ce Fonds mondial, le FMI, notamment sur la France, est-ce qu'il nous attend dans les mois qui viennent ? Alors, le FMI estime que l'inflation, par exemple, va doubler, écoutez bien, doubler dans les pays riches, aux environs de 6% en moyenne, que les taux de croissance vont s'étioler à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi d'une possible reprise, dit le FMI, de la pandémie. Tout ça, par exemple, pour la France, on était à 8, on va atterrir à 2,9. L'Allemagne, à peine 2% de croissance. Alors, rien par rapport à des récessions colossales qui menacent d'autres pays, des pays en guerre comme l'Ukraine, moins 35%. La Russie, qui va basculer dans la récession à 8,5% en 2022. Le tableau est donc le suivant, si je résume, pour le FMI, croissance faible, inflation qui s'envole, État comme la France très endetté, notamment avec la pandémie. Vous avez les ingrédients, Patrick, d'un cocktail économique explosif. Oui, cocktail économique explosif. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous noircissez, j'imagine, le trait. Et là, tout à l'heure, vous m'avez interpellé quand même. Vous dites, on pourrait passer en taux de croissance de 8 à 2 ? Oui, le taux de croissance qui a été en 2021, qui récupérait la récession de 2020 de 8 en France, il est annoncé à 2,9% On plonge total. Oui. Alors,
Bah oui, absolument. Donc, vous me dites que je suis trop pessimiste, que je noircis le trait avec ce cocktail explosif. Bah, je vais vous expliquer. C'est très simple, parce que pour contrecarrer une hausse des prix, avec une inflation qui semble hors de contrôle quand même, et durable dans nos pays riches, bah, les banques centrales vont devoir quoi? Bah, augmenter les taux d'intérêt. D'ailleurs, la Fed a déjà commencé. Alors, s'il y a une hausse des taux d'intérêt, il y a 2 conséquences négatives, Patrick. La première, c'est qu'elle affaiblit la croissance, donc en rendant le crédit plus cher. Mais si vous affaiblissez la croissance, vous tapez sur les créations d'emplois. Et puis deuxième conséquence négative, une hausse des taux d'intérêt, c'est le service de la dette. Vous savez ce qu'on appelle les agios quand on est à découvert, et on est à découvert en France, qui augmente très fortement. La dette sous Emmanuel Macron s'est envolée, 2900 milliards d'euros, plus 600 milliards, dont disons la moitié pour financer le quoi qu'il en coûte, bien heureux, c'est vrai. Avec notre endettement important et une hausse des taux d'intérêt, le prochain élu à l'Élysée devra se résoudre à des arbitrages budgétaires difficiles, entre dépenses sociales, oui, peut-être des dépenses sociales à la baisse, dépenses de défense, oui, alors que la guerre est à nos portes, et puis surtout devra regarder du côté des investissements publics. Ça sent la cure d'austérité, mais personne n'en parlera ce soir. Oui, mais vous imaginez donc une cure d'austérité en France alors ? Écoutez, quand je lis le rapport du FMI, c'est assez simple quand même. Le FMI n'est pas alarmiste pour l'être, il ne cible pas spécialement la France, il regarde la situation globale. Oui, il y a des risques que l'austérité budgétaire soit au rendez-vous dès le début du prochain quinquennat, voire même, mais personne n'en parlera, de hausse d'impôts. Ce qu'on vous dira sans doute pas ce soir, Patrick, par exemple, lors du débat, c'est qu'avec ce triptyque mis en avant par le FMI, croissance-inflation, taux d'intérêt et endettement, les investissements publics en réalité vont être nuls ou réduits comme peau de chagrin. Or, qu'est-ce qu'on nous explique en ce moment? Quel va être l'un des sujets du débat de ce soir? C'est la planification écologique, raison d'État pour lutter contre le réchauffement climatique. Réchauffement, planification écologique, mais avec quel argent public? Il n'y en a pas. Donc le prochain quinquennat s'annonce périlleux économiquement, socialement, écologiquement, en France et sans doute en Europe, mais ça ce soir, sans doute, qu'aucun des candidats, dont le président candidat, n'en parlera. Bon, en tout cas, c'est une introduction à ce qui va suivre dans 10 minutes maintenant avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche des administrations et les politiques publiques. On va voir précisément ce qu'il y a dans les programmes. Derrière, est-ce que ces mesures sur le pouvoir d'achat, c'est crédible ou pas? Les retraites, les impôts, la réindexation des pensions sur l'inflation, les marchés financiers et l'Europe. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Est-ce que c'est finançable, en fait, tout ça? Toutes les questions sans tabou dans 10 minutes maintenant avec Agnès Verdier-Molinier, parce qu'il y a besoin d'y voir les choses, d'y voir clairement, et plutôt que d'entendre en fait des promesses et de voir si c'est finançable, pas finançable. Un président, par exemple, qui veut tout repeindre en vert, d'accord, mais est-ce que c'est jouable? Marine Le Pen, en fait, qui veut évidemment exonérer d'impôts les moins de 30 ans, est-ce que c'est jouable? Qui veut que, par exemple, sur le prêt à taux zéro, à partir du 3e enfant, on ne rembourse pas les 100 000 euros. Est-ce que c'est jouable, en fait, tout ça? Parce que c'est bien gentil, évidemment, de mettre en fait des mesures sur la table, mais encore faut-il que ça tienne la route. On va voir ça avec Agnès Verdier-Molinier. Ce sera sans concession dans 10 minutes sur Sud Radio. Alors, ce que nous annonçait en fait à l'instant Éric Revel, c'est plutôt sombre. Oui. C'est plutôt sombre. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce débat, justement un éclairage ou pas? On revoit ça avec Alexis Poulain, Elisabeth Lévy toujours avec nous et avec des auditeurs. Oui, et Hakim qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Hakim. Bonjour Hakim. Oui, bonjour. Bon, qu'est-ce que vous attendez de ce débat, vous? Oui, alors j'attends plusieurs choses, dont une en particulier qui m'intéresse. Voilà, moi je suis enseignant. Ouais. Et je suis plutôt inquiet sur la façon dont on va demain recruter les enseignants. Moi, je tiens beaucoup au concours externe de recrutement. Et j'ai l'impression que Emmanuel Macron veut libéraliser, si vous voulez, le recrutement en donnant un petit peu plus de pouvoir aux chefs d'établissement. Il va donner, si vous voulez, des choix un petit peu arbitraires. Je vais vous donner un exemple tout bête pour que les auditeurs comprennent bien. Vous imaginez, par exemple, vous vous appelez Stéphanie Dupont, vous venez de la Lozère, de la Creuse, vous avez envie d'enseigner dans les quartiers populaires, vous voulez donner de vous-même. Vous avez quelqu'un qui postule au même emploi, qui s'appelle Hakim, par exemple, qui est issu des quartiers populaires, Bac+5. À votre avis, le chef d'établissement, il va recruter qui ? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a très longtemps... Attendez, Hakim, alors la réponse, alors elle n'est pas aussi évidente que vous le sous-entendez. Si, parce que Hakim. Mais non, mais parce que si vous êtes Hakim. Si vous êtes dans des quartiers populaires, vous allez recruter qui? Alors, pardon?
Et si vous êtes dans des quartiers populaires, vous allez recruter qui, selon vous? Non, mais c'était un petit peu ironique. Non, mais je sais, bah, bien sûr. Bien quand sûr. je vous disais ça, mais vous voyez bien que ça va être compliqué. Le concours, il permet de faire en sorte que tout le monde part, si vous voulez, du même point de départ. Tout le monde est sur un même piédestal. Il y a très longtemps... non, mais attendez, Hakim, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui? Sérieusement. Comment ça se passe, le recrutement des profs? Ça passe en fait la plupart du temps par des petites annonces sur le Bon Coin. Est-ce que c'est mieux? Vous achetiez une trottinette sur le Bon Coin, d'accord, mais en fait recruter un prof, c'est ce qui se passe de plus en plus. Et il n'y a pas de remplacement en fait, pour des collèges et des lycées. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. En fait, il y a des semaines et des semaines où il n'y a plus de profs et d'enseignants en fait dans certains établissements. Et il y en a la moitié qui veulent quitter en fait ces établissements. Pourquoi? Parce qu'ils touchent en fait moins de 2000 €. Et moins de 2000 € quand vous êtes dans des grandes villes, eh bien aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous loger. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en colocation. On ne peut pas y vivre. Vous savez, il y a très longtemps, Jean-Pierre Chevènement, il avait eu une phrase. Il avait dit, il avait rencontré son homologue britannique. Il lui avait dit, je vous envie en France vos concours du CAPES et de l'agrégation. C'est très important de continuer à recruter de cette façon. Vous savez, ce soir, on a compris, il y a les soldats de la Wehrmacht en face de lui, mais ça va pas suffire. L'argument, il commence à être un petit peu éculé. Il faut qu'il fasse attention. Moi, j'ai voté à gauche. J'ai voté pour Mélenchon. J'allais voter Roussel, mais enfin bon, j'ai vu que c'était mort. Alors, j'ai voté pour Mélenchon. Donc, il va falloir qu'il aille chercher tous ces abstentionnistes. Bon, moi, je peux pas voter pour Marine Le Pen, c'est pas possible, bien que j'ai noté, si vous voulez, son recentrage. Mais vous avez du mal à voter pour Macron ce soir, c'est ce que vous dites. Oui. Parce que moi, la libéralisation de l'EDF, etc., moi, c'est pas mon truc, si vous voulez. Moi, c'est pas du tout mon truc. Hein. Il aurait, ça, je peux pas l'accepter. Et donc, j'espère que il y aura des réponses à ces questions-là. C'est très important le milieu éducatif. Oui, ça c'est vrai. Mais vous avez raison. Il faut pas le passer comme ça sous silence et ça fait très très peur. Moi, je suis contre ça. Non, merci Hakim de votre appel, bien sûr, et de vos observations très pertinentes. Elisabeth Lévy, Alexis Poulain. Oui, je pense qu'Hakim a parfaitement raison sur les concours, à un détail près, si je puis dire. C'est que ces concours, ça fait des années, Patrick l'a bien noté, ça fait des années qu'ils sont battus en brèche, ça fait des années qu'ils ne sont plus l'unique mode de recrutement, ça fait des années qu'il n'y a pas assez de candidats. Mais ce qui m'amuse, en fait, c'est que je note qu'Hakim a parlé de 2 points, et je le note avec amusement et intérêt. Et sur ces 2 points, en réalité, il est proche des positions de Marine Le Pen, qui veut revenir sur la directive. Non, mais c'est vrai, je veux dire, vous l'avez d'ailleurs, vous avez sur les services qui publics, veut revenir sur la directive électricité qui, effectivement, sur l'éducation nationale est plus service public, disons, qu'Emmanuel Macron qui fait ce que vous avez dit, cher Hakim. Et donc, je constate, si vous voulez, que dans le fond, c'est pas sur son programme, c'est, alors je sais pas, l'histoire, le nom, je ne sais pas, ou que vous ne croyez pas complètement à son évolution. Mais en fait, vos positions sont beaucoup plus proches des siennes, apparemment. Oui, mais il y a d'autres choses qui l'éloignent de Marine Le Pen. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement ces autres choses. Parce qu'il a ironisé aussi sur les soldats de la Wehrmacht. Donc Hakim ne croit pas non plus qu'elle est nazie, je pense. Ah non, moi je ne crois pas à ça. J'ai noté, moi, toutes ces années. Vous savez, c'était Serge Moati qui avait expliqué, parce qu'il connaissait bien François Mitterrand et Le Pen. Enfin, moi j'ai vu ça sur LCP. Il a donné souvent des... Et il avait expliqué que ceux qui pensent que Marine et son père c'est la même chose n'ont rien compris au film. Il y avait une phrase d'Elisabeth Badinter il y a quelques années qui avait expliqué que Marine Le Pen était la seule à défendre la laïcité en France. Bon, donc ça veut dire qu'il y a eu quand même des gens de gauche qui quand même ont bien relever, si vous voulez, son côté un peu, j'allais dire gauchiste, c'est difficile à dire comme ça, mais en tout cas son recentrage, si vous voulez. Et là, c'est vrai que d'un seul coup, il y a des tribunes d'artistes, de musiciens. Je le dis tout de suite, c'est contre-productif. Ils se fatiguent pour rien. Les gens s'en fichent complètement. À mon avis, il serait mieux de ne pas signer ce genre de papier parce que c'est vraiment, c'est pas du tout, c'est pas du tout motivateur. Ils devraient pas faire ça. Moi, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sommes gênés
parce que on a voté donc Mélenchon. Moi, j'allais voter Roussel, si vous voulez, mais bon, c'était pas possible. Et c'est vrai qu'on est gêné parce qu'on se sent pas vraiment proche des idées économiques de Monsieur Macron. On est très très gêné. Ouais. Et c'est vrai que quand on l'écoute, la retraite à 60 ans, même si c'est faisable ou pas, peu importe. Moi, je suis pas un économiste. Hein. C'est vrai que on s'interroge beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a une barrière psychologique. Moi, en ce qui me concerne, peut-être pour des raisons familiales, etc. Oui, c'est ça. Je suis une immigration. Ouais, on verra ça. Sur la retraite à 60 ans, c'était Mélenchon. Là, Emmanuel Macron, lui, c'est 65, 64. Enfin, ça bouge. Hein, ça dépend un petit peu du vent. Marine Le Pen, c'est un peu la même chose. Hein. C'est passé en fait à 62. Et puis quand vous expliquez, là, finalement, ça peut bouger en fonction de l'âge de départ aussi à la retraite. D'un mot, donc, de conclusion avec vous, Éric Revel, Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. En 30 secondes, qu'est-ce que vous attendez de ce débat ? Ce que j'attends de ce débat, pas grand-chose en fait, sauf merci, aborder les questions d'après. Oui, je vais vous le dire. Vous savez, un débat, ça a jamais changé grand-chose. Hein. Moi, je parlais dans mon édito de spectacle de la démocratie présidentielle, mais oui, il y a un peu de ça. C'est un peu le cirque politique qu'on attend tous les 5 ans, en se disant oh dis donc, elle a un bouton sur le nez. Oh dis donc, il a l'oreille rouge. En réalité, pas grand-chose. Mais juste quand même une chose sur Le Pen. Moi, en toute objectivité, je vais vous dire un truc qui m'a frappé. C'est que au tout début de la campagne, combien de gens se mobilisaient dans les médias pour dire quoi ? Une candidate aussi haut dans les sondages n'aurait pas ses 500 parrainages, mais quelle atteinte à la démocratie ? Quelques mois plus tard, ne votez pas pour elle, c'est une fasciste, elle est hors de la République et de la démocratie. Mais franchement, on nous prend pour des imbéciles ou au début de la campagne ou à la fin de la campagne, mais il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi, les Français ont de la mémoire. Et Alexis Poulain ? Oui, je suis très d'accord avec Eric que j'attends pas grand-chose de ce débat, à part, je disais, un peu de sincérité, mais c'est un peu pieux, puisque c'est une mise en scène de deux personnalités. Voilà, mais je pense que la vraie question, c'est vraiment sur l'économie, comme le disait Eric, comment faire avec ces 600 milliards de dettes, vous allez en parler, mais ça va être chaud après. Question n'est ça pas va être abordée, très chaud au début du quinquennat. Oui, c'est vrai. Elisabeth, d'un mot ? Oui, je vais essayer de me remettre de l'édito d'Éric Revel déjà pour commencer. Et non, mais Agnès va le commenter sans doute. Contrairement à vous, écoutez, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de campagne. C'était, alors je me dis peut-être ça va sauver quand même un peu la campagne. Non, je prépare les pop-corn. Comme un événement écoutez, sportif, c'est aussi un spectacle, la politique. Il ne faut pas non plus... on n'est pas non plus que de purs esprits. Et moi, je veux parce voir que j'ai pas beaucoup parlé. Un dernier mot. Ce qui est quand même hallucinant, si vous voulez, c'est que le prestidigitateur président-candidat sortant aura réussi le tour de force en n'ayant pas fait campagne au début, de ne pas parler de son bilan et dans ce débat de second tour, de ne parler que de son projet. Donc en réalité, personne, ou pas grand monde, on verra si Marine Le Pen s'y attelle, n'aura parlé du bilan d'Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il n'a pas fait campagne au début et au premier tour. Non, mais d'ailleurs, visiblement, c'est la stratégie. Ce que disait Edwige Diaz, porte-parole de Marine Le Pen. D'abord, en fait, aller sur le bilan et ensuite sur la vision, les propositions de fond. Merci à tous les trois, aux auditeurs. Beaucoup. Vous pouvez continuer d'appeler, de réagir. Si par exemple sur le programme économique vous avez des choses à dire, que ce soit sur les retraites, les impôts, les pensions, l'inflation, le pouvoir d'achat, les chèques, et alors chèque énergie, chèque alimentation. Mais alors là c'est le chéquier de sortie. En fait, je pensais que les chèques c'était coiffeur avant la présidentielle. Si, bien sûr. Parce que moi pour aller voter, j'aimerais avoir une belle coiffure. Est-ce qu'on pourrait avoir un chèque coiffure? Vous avez déjà une belle coiffure. Chèques chaussures. Non mais vous, Eric, vous devez avoir un bon coiffeur. Vous devez avoir un forfait parce que vous avez une belle coiffure. Patrick, si c'est au nombre de cheveux, ça ne va pas lui coûter cher. Non, merci. Je vous laisse. Bonsoir. Allez, Agnès Verdier-Molinier dans un instant. Dans un instant, le comparateur des programmes des candidats, version grand format avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation de recherche sur les administrations et les politiques publiques. Mais vous allez voir, c'est très clair et très démocratisé. À tout de suite.